À l'aube de mon 22e anniversaire, je n'attendais rien d'autre que le silence. Je m'étais habituée au regard froid et distant, à la façon dont ma famille me traitait comme un fantôme dans ma propre maison. Le petit appartement en banlieue parisienne, où nous vivions depuis que j'étais toute petite, n'avait jamais été des plus chaleureux. Mais ces derniers temps, il s'était transformé en un frigo émotionnel. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude. Le soleil pointait à peine entre les immeubles, et j'étais déjà en train de préparer le café. Ma routine était simple, me lever avant tout le monde, profiter de quelques minutes de paix, avant que les commentaires acerbes ne commencent. La bizarre de la famille, c'est comme ça qu'il m'appelait, quand il croyait que je n'écoutais pas. Maman est entrée dans la cuisine avec sa robe de chambre fleurie, les cheveux attachés en un chignon défait. J'ai été surprise de la voir si tôt. Normalement, elle ne se levait pas avant 9 heures. J'ai remarqué quelque chose dans sa main. Une enveloppe. Elle l'a posée sur la table d'un coup sec en se servant son café. « Joyeux anniversaire », a-t-elle dit sans me regarder, avec ce sourire tordu qui me glaçait toujours le sang. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Après des années de cadeaux qui étaient en réalité des punitions déguisées, j'avais appris à être prudente. Malgré tout, j'ai senti une étincelle d'espoir naïf. Peut-être, juste peut-être, s'était-elle souvenue de quelque chose de gentil. Peut-être l'enveloppe contenait-elle des places de théâtre, ou une carte avec des mots sincères. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts tremblants, essayant de ne pas montrer mon anxiété. Le papier était cher, épais, couleur crème. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste mon nom écrit de la calligraphie parfaite de maman. Hélène. Je l'ai ouverte avec précaution, presque avec révérence. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier qui disait « Notification de déconnexion familiale ». Mon cœur s'est effondré comme une pierre dans un puits. J'ai lu rapidement le document froid et formel qui déclarait que, par décision unanime, je cessais d'être reconnue comme membre de la famille Dubois-Martin. Mes yeux se sont embués, non pas de larmes, mais d'incrédulité. Avant que je puisse parler, ma mère a dit avec un sourire venimeux « À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette famille, sorcière paresseuse. » Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait ce terme pour me désigner, mais jamais avec autant de formalité, jamais comme une sentence officielle. Papa est entré à ce moment-là, déjà habillé de son costume gris pour aller au bureau. Il s'est assis au bout de la table, les bras croisés, et a laissé échapper un rire moqueur. « Et n'oublie pas de payer tout ce que nous avons dépensé pour toi », a-t-il ajouté, comme s'il clôturait une affaire malheureuse. Il a sorti un carnet où, apparemment, il avait noté chaque euro investi dans mon éducation, ma nourriture et mon logement pendant toute ma vie. Ma sœur cadette, Lucie, est apparue peu après avec son uniforme de l'école privée. Elle m'a regardée avec son expression vide habituelle, sauf que cette fois, il y avait une trace d'amusement dans son sourire. Elle n'a rien dit, elle s'est juste servi un verre de jus et s'est assise pour observer le spectacle. « Tu as jusqu'à ce soir pour ramasser tes affaires », a continué ma mère, regardant maintenant son téléphone comme si elle parlait du temps. « Ce que tu ne prends pas ira à la poubelle. » Je suis restée complètement immobile. Je ne sentais plus mon corps, comme si je m'étais séparée de lui et que je flottais, observant la scène d'en haut. Il n'y a pas eu de larmes, juste un engourdissement vide qui se propageait de ma poitrine à chaque extrémité. J'avais imaginé maintes fois quitter la maison, échapper à cet environnement toxique, mais jamais ainsi, jamais comme une expulsion formelle, comme si j'étais une locataire indélicate. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement hoché la tête, plié le papier soigneusement et les rangé dans la poche de ma robe de chambre. Je me suis levée, j'ai lavé ma tasse et j'ai marché vers ma chambre en sentant leur regard planté dans mon dos. Ma chambre, la plus petite de la maison, semblait maintenant un lieu étranger. Les murs bleu clair qui m'avaient autrefois semblé un refuge se refermaient maintenant sur moi. J'ai sorti le vieux sac à dos du placard, celui que j'utilisais pour les excursions du lycée, et j'ai commencé à sélectionner l'essentiel. Quelques vêtements, mon carnet de dessin, la petite boîte à bijoux que ma grand-mère Colette m'avait offerte avant de mourir, le seul membre de la famille qui semblait me comprendre. Je n'avais pas beaucoup d'argent, à peine les économies de quelques petits boulots comme serveuse le week-end. Assez peut-être pour quelques semaines dans une pension bon marché. Pendant que je faisais mes valises, je me suis souvenue de toutes les fois où j'avais senti que je ne correspondais pas. Les regards de désapprobation quand les plantes fanées reprenaient vie sous mes soins. Les chuchotements quand je trouvais des objets perdus sans les chercher.
le jour où j'ai prédit l'accident de voiture de l'oncle Bernard, et que personne ne m'a cru jusqu'à ce que cela arrive. Des trucs de sorcière, murmurait ma mère, faisant le signe de croix chaque fois que j'entrais dans une pièce. J'ai fini de faire mes valises en moins d'1 heure. Je me suis habillée avec un jean, un simple t-shirt et ma vieille veste en jean. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait rien à dire. Quand je suis passée par la salle à manger, ma famille prenait le petit déjeuner comme si c'était un jour normal, comme s'ils n'étaient pas en train de bannir l'un des leurs. Je suis sortie par la porte sans regarder en arrière. Le claquement de porte a résonné dans le couloir de l'immeuble. Mais pour moi, c'était un son silencieux, comme si toute ma vie jusqu'à ce moment-là s'était soudainement éteinte. Je suis descendue les escaliers machinalement. J'ai salué le concierge, Monsieur Dubois, avec un sourire que je ne sentais pas, et j'ai mis le pied dans la rue. Le Paris printanier m'a accueilli avec une douce brise qui contrastait avec la froideur dont je venais de m'échapper. C'était le jour de mon anniversaire, et j'étais seule, sans abri, avec un sac à dos et un papier qui certifiait ma non-existence familiale. J'ai marché sans but, me perdant dans les rues et les places que je connaissais depuis l'enfance. La place de la Concorde était pleine de touristes, de couples main dans la main, de familles achetant des souvenirs. Je me suis sentie invisible parmi eux, comme si j'avais réellement disparu. Je me suis assise sur un banc du jardin des Tuileries près du bassin et j'ai regardé mon reflet dans l'eau. J'étais toujours moi, avec mes yeux sombres et mes cheveux noirs ondulés. J'existais toujours, même si je ne faisais plus partie des Dubois-Martin. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la liberté. Ce fut le jour où j'ai disparu. Non pas pour le monde, mais pour la vie que j'avais connue jusqu'alors. Et même si je ne le savais pas à ce moment-là, ce fut aussi le jour où j'ai vraiment commencé à vivre. Les premières nuits seules furent terrifiantes. Paris, une ville que j'avais toujours considérée comme ma maison, est soudainement devenue un labyrinthe hostile de rues et d'inconnus. Je n'avais pas assez d'économie, pas de plan, et nulle part où aller. Pendant 3 jours, j'ai dormi à la gare de Lyon, me mêlant aux voyageurs, faisant semblant d'attendre un train qui n'arriverait jamais. Quand les gardes ont commencé à me regarder avec suspicion, j'ai déménagé dans une petite place à Belleville, où j'ai passé une autre nuit sur un banc sous les étoiles. La faim était une compagne constante. Je rationnais le peu d'argent que j'avais, achetant des pains en promotion et des bouteilles d'eau que je remplissais aux fontaines publiques. Mais étrangement, entre la peur et l'incertitude, j'ai ressenti une sensation que je n'avais pas connue depuis des années, la liberté. Liberté des insultes quotidiennes, des attentes écrasantes, de ces murs froids et étouffants que j'appelais maison. Cette étrange liberté fut la graine de ma renaissance. Au 5e jour, alors que je déambulais dans le quartier du Marais à la recherche d'un endroit qui pourrait m'embaucher, j'ai vu une petite pancarte dans la vitrine d'une librairie « Cherche aide pour nettoyage nocturne ». La boutique s'appelait « Le coin des rêves », un nom qui me sembla de bon augure. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. L'endroit sentait le vieux papier, le café et quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là. Peut-être la possibilité. Entre des étagères remplies et des tables avec des livres empilés, j'ai trouvé une vieille dame en train de ranger une section de poésie. Elle avait les cheveux blancs attachés en un chignon défait et des lunettes en demi-lune qui lui donnaient un air de hibou sage. « Bonjour », ai-je dit d'une voix tremblante. « Je viens pour l'annonce dans la vitrine. » La femme m'a regardé par-dessus ses lunettes, m'étudiant avec des yeux incroyablement perçants pour son âge. « Avez-vous de l'expérience dans le nettoyage de librairie ?» a-t-elle demandé avec un léger accent du Midi. « Non spécifiquement, mais j'apprends vite et je suis soigneuse, » ai-je répondu, consciente de mon apparence négligée après plusieurs jours dans la rue. « Je m'appelle Claudine Perrin, » a-t-elle dit en tendant la main, « et cet endroit est ma vie. »« Comment vous appelez-vous, ma petite ?»« Hélène, » ai-je répondu, omettant délibérément mon nom de famille. Je n'étais plus une Dubois-Martin. Claudine m'a embauchée le jour même. Le travail était simple. Nettoyer le magasin la nuit, ranger les livres rendus, et tout préparer pour le lendemain. Le salaire était modeste, mais pour moi, cela signifiait la survie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était son offre suivante. « Il y a un petit débarras à l'étage », a-t-elle dit en me montrant les lieux. « Il y a un canapé-lit et un lavabo. Ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez y rester en attendant de trouver mieux. Paris est impossible avec les loyers. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon expulsion, mais non pas de tristesse,
mais de soulagement. Le débarras était petit, mais propre, et le canapé-lit, bien que vieux, s'est avéré plus confortable que n'importe quel banc de place. Claudine avait un cœur bon, mais un caractère fort. Elle ne posait pas de questions sur mon passé, mais elle m'observait avec ce regard pénétrant qui semblait tout voir. Elle me laissait lire des livres pendant mes pauses et m'encourageait même à en emporter un chaque nuit dans le débarras. « Les livres sont de meilleurs compagnons que beaucoup de gens », disait-elle en fermant la boutique. « Ils vous parlent sans vous juger et vous montrent des mondes quand le vôtre s'effondre. » J'ai commencé à lire avidement, comme si les livres étaient de l'air et que j'avais retenu ma respiration toute ma vie. Romans, poésie, essais, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les livres sur la guérison, la résilience et même la magie des herbes que j'ai trouvées dans une section à part du magasin. « Vous vous intéressez à l'ésotérisme ?» m'a demandé Claudine un soir en me voyant absorbée dans un volume sur les plantes médicinales. Ma famille m'appelait toujours sorcière, ai-je avoué, mais comme une insulte. Claudine a souri avec une expression énigmatique. Parfois, les insultes cachent des vérités que les autres craignent. Elle m'a prêté plus de livres de cette section et m'a appris à préparer des thés et des infusions avec des herbes qu'elle cultivait sur le toit de l'immeuble. J'ai commencé à apprendre des choses que je n'avais jamais osé explorer à la maison. J'ai découvert que j'avais une facilité pour l'herboristerie et que les plantes semblaient de répondre à mon toucher d'une manière spéciale. Claudine le remarquait, mais ne disait rien. Elle acquiesçait simplement avec approbation lorsqu'une plante fanée reprenait vie sous mes soins. Les clients habituels de la librairie sont devenus des visages familiers. Il y avait Jean-Pierre, le professeur universitaire à la retraite, qui venait chaque mardi à la recherche de romans historiques. Marie-Sophie, l'infirmière de nuit qui achetait de la poésie avant ses quarts. Et Lucas, un jeune étudiant en beaux-arts, qui passait des heures à dessiner dans les allées avec la permission de Claudine. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir partie de quelque chose. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais c'était une communauté où personne ne me regardait comme une bête curieuse, où mes particularités n'étaient pas un sujet de moquerie, mais d'intérêt sincère. Au bout de 6 mois, j'avais économisé assez pour louer une petite mansarde dans un vieil immeuble du quartier. C'était un espace minuscule, mais le mien, avec des plafonds inclinés et une fenêtre donnant sur les toits de Paris. J'ai peint les murs d'un jaune doux, rempli le rebord de la fenêtre de plantes aromatiques et accroché un petit mobile de cristaux qui attrapait la lumière du lever du soleil et la transformait en arc-en-ciel dansant. Je travaillais toujours à la librairie, mais maintenant Claudine m'avait promue vendeuse certains après-midi. Je me suis découverte à prendre plaisir à recommander des livres, surtout à ceux qui semblaient être perdus, comme je l'avais été. Un après-midi, en réorganisant la section des romans, j'ai trouvé un vieil exemplaire de 100 ans de solitude. En l'ouvrant, une photographie est tombée. Une jeune femme avec un bébé dans les bras. En la retournant, j'ai lu « Pour ma petite fille Hélène, qui a hérité des dons des femmes Martin. Avec amour, grand-mère Colette. » Un frisson m'a parcouru. La photo devait avoir plus de 20 ans, et je ne me souvenais pas l'avoir vue avant. Comment était-elle arrivée là? Quand je l'ai montrée à Claudine, elle a simplement souri et a dit « Les choses ont tendance à trouver leur chemin vers ceux qui en ont besoin. » Cette nuit-là, devant le petit miroir de ma mansarde, je me suis vraiment regardée pour la première fois depuis longtemps. Mon visage avait changé. Les cernes avaient disparu. Ma peau avait un éclat sain. Et mes yeux reflétaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un calme intérieur. Une force tranquille. Je n'étais pas la fille brisée qui était sortie de la maison de ses parents avec un sac à dos et un papier de renonciation. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se relevait. Et pour la première fois, j'ai souri sincèrement en voyant mon reflet. J'ai hérité des dons des femmes, Martin, ai-je murmuré, me souvenant des mots écrits sur la photographie. Peut-être était-il temps de découvrir ce que cela signifiait vraiment. Mes rêves ont commencé à changer. Au début, ce furent de subtiles altérations, des couleurs plus vives, des sensations plus intenses, des souvenirs qui s'entremêlaient avec des lieux que je n'avais jamais visités. Puis, j'ai commencé à voir des fragments, comme des morceaux d'un futur qui n'était pas encore arrivé mais qui invariablement se réalisait. Un matin, je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Dans mon rêve, j'avais vu une petite fille tomber dans la fontaine de la place Dauphine,
tandis que sa mère regardait son téléphone distraite. La scène était si nette que je pouvais me souvenir de la robe jaune de la petite, du bruit de l'eau, même de la glace à la fraise qui lui tombait pendant l'accident. Je me suis habillée à la hâte et, sans savoir exactement pourquoi, je me suis dirigée vers la place. C'était une folie, je le savais. Un rêve n'est qu'un rêve, me répétais-je en marchant. Mais quelque chose de plus fort que la raison me poussait. Je suis arrivée et je me suis assise sur un banc avec vue sur la fontaine. Je me sentais ridicule, observant les touristes et les pigeons comme si j'étais en mission secrète. Après 1 heure, j'étais sur le point de partir quand je les ai vus. Une jeune femme absorbée par son portable et une petite fille d'environ 4 ans avec une robe jaune et une glace à la fraise à la main. Mon corps s'est tendu. La petite fille sautait autour de la fontaine pendant que sa mère tapait frénétiquement. J'ai vu comment elle s'approchait dangereusement du bord, comment elle se penchait pour toucher l'eau. Je me suis levée d'un bond et j'ai couru vers elle, arrivant juste à temps pour la rattraper alors qu'elle perdait l'équilibre. « Lucie !» a crié la mère, enfin consciente. « Mon Dieu, merci !» Je ne l'ai pas vue. La petite fille m'a regardée avec de grands yeux marrons, surprise mais pas effrayée. « Comment saviez-vous que j'allais tomber ?» m'a-t-elle demandé avec cette franchise déconcertante des enfants. Je n'ai pas su quoi répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La question de la petite fille résonnait dans ma tête. Comment le savais-je? Qu'est-ce qui m'arrivait? Les rêves prémonitoires sont devenus plus fréquents. 1 semaine plus tard, j'ai rêvé d'une tempête qui inondait la rue de la librairie. Le lendemain matin, sous un ciel parfaitement dégagé, j'ai suggéré à Claudine de monter les livres des étagères inférieures. Elle m'a regardée comme si j'avais perdu la tête, mais quelque chose dans mon expression a dû la convaincre, car elle a accepté en grommelant. Cet après-midi-là, en effet, une canalisation principale a éclaté et a inondé toute la rue. La nôtre fut la seule librairie qui n'a pas subi de dommages à son inventaire. « Comment l'as-tu su ?» m'a demandé Claudine alors que nous observions les pompiers travailler. « Je l'ai rêvé », ai-je avoué, m'attendant à des moqueries ou de l'incrédulité. Au lieu de cela, Claudine a hoché la tête comme si elle venait de confirmer une suspicion de longue date. « Viens avec moi », a-t-elle dit, me guidant vers l'arrière-boutique. D'une vieille armoire, elle a sorti une boîte en bois sculptée de symboles qui me semblait vaguement familier. « Ma grand-mère était pareille », a-t-elle dit en ouvrant la boîte. Elle voyait des choses avant qu'elle n'arrive. Les gens du village la consultaient, même si dans son dos ils l'appelaient à sorcière. À l'intérieur de la boîte, il y avait un carnet en cuir usé, plusieurs petits flacons avec des herbes séchées et une pierre de couleur ambre en forme de goutte. Elle m'a tendu le carnet. « Commence à noter tes rêves, tout ce dont tu te souviens, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Les motifs émergeront avec le temps. » J'ai suivi son conseil. Chaque matin, avant de me lever, je notais le moindre détail de mes rêves. Certaines visions étaient claires et spécifiques, comme celle de la petite fille dans la fontaine. D'autres étaient symboliques, nécessitant une interprétation. Un oiseau noir signifiait de mauvaises nouvelles. Des fleurs s'épanouissant hors saison annonçaient des rencontres inattendues. Avec le temps, j'ai découvert que je ne pouvais pas seulement prévoir des événements. Je pouvais aussi ressentir les émotions des personnes qui m'entouraient, comme si elles étaient des couleurs ou des arômes qui émanaient d'elles. L'anxiété était un jaune acide, la tristesse, un bleu profond qui pesait dans l'air, la joie, un orange vibrant que je pouvais presque toucher. Cette nouvelle sensibilité faisait de moi une excellente vendeuse à la librairie. Je savais exactement quel livre chaque personne avait besoin, parfois même avant qu'elle ne le sache elle-même. « Tu as un don pour les recommandations », disait Claudine avec un sourire complice. Un après-midi, en arrosant les plantes de ma mansarde, je me suis surprise à fredonner une mélodie que je ne me souvenais pas avoir entendue auparavant. À ma grande surprise, les fleurs ont commencé à s'ouvrir sous mes yeux, comme si le temps s'accélérait. Les petits bourgeons de mon basilic se sont étirés vers la lumière, poussant de plusieurs centimètres en quelques minutes. Je me suis arrêtée, effrayée. La croissance s'est également arrêtée. J'ai repris le fredonnement, expérimentant, et les plantes ont répondu de nouveau, dansant presque imperceptiblement au rythme de ma chanson. Ce que ma mère avait appelé « sorcière paresseuse » s'avérait être un héritage enfoui, quelque chose qu'il craignait peut-être ou qu'il n'avait jamais compris. Les mots de la photographie prenaient un nouveau sens, les dons des femmes Martin.
J'ai cherché des informations dans des livres, des forums en ligne, toutes sources qui pourraient m'aider à comprendre ce qui m'arrivait. Dans la section la plus ancienne de la librairie, j'ai trouvé des volumes sur la perception extrasensorielle, la télépathie, les plantes médicinales et les rituels ancestraux. Certains textes mentionnaient des lignées de femmes dotées de dons spéciaux, transmis de génération en génération. Était-il possible que ma famille le sache? M'avait-il expulsé par peur de ce que je pourrais devenir? J'ai partagé mes doutes avec Claudine un soir, après avoir fermé la boutique. La peur fait des choses terribles aux gens, a-t-elle répondu en préparant du thé à la camomille. Surtout la peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Au long de l'histoire, les femmes dotées de dons comme les vôtres ont été craintes, vénérées, persécutées, rarement comprises. Connaissez-vous d'autres personnes comme moi? Ai-je demandé, sentant un espoir soudain de ne pas être seule dans tout ça. Claudine a souri mystérieusement. Paris est une ville ancienne, Hélène. Sous ses rues modernes et ses immeubles de verre, bat une histoire de siècles. Et à chaque époque, il y a eu des personnes qui voient au-delà, qui ressentent plus profondément, qui se connectent avec des forces que d'autres ne font qu'entrapercevoir. À partir de ce jour, j'ai commencé à fréquenter un petit groupe qui se réunissait mensuellement dans l'arrière-boutique de la librairie. C'étaient des personnes diverses qui, à première vue, n'avaient rien en commun. Sophie, une infirmière d'hôpital. Antoine, un professeur d'histoire à la retraite. Léa, une jeune étudiante en botanique. Christophe, un chef cuisinier d'un restaurant du centre-ville. Mais tous partageaient des expériences similaires aux miennes. Sophie pouvait sentir où exactement le corps de ses patients souffrait en les regardant simplement. Antoine rêvait d'événements historiques comme s'il avait été présent. Léa parlait de « écouter » les plantes, et Christophe pouvait évoquer des souvenirs spécifiques chez les gens à travers ses plats. « Nous sommes des sensitifs », a expliqué Sophie lors de ma première réunion. Certains naissent ainsi, d'autres développent leur capacité après des expériences traumatisantes. Ce n'est pas de la magie ni du développement personnel, c'est simplement une façon différente de percevoir le monde. Ils m'ont appris des techniques pour contrôler mes dons, pour ne pas être submergé par les émotions des autres, pour interpréter mes rêves avec plus de précision. J'ai appris à méditer, à m'ancrer quand les visions devenaient trop intenses, à me protéger psychiquement dans les endroits bondés. Christophe fut celui qui m'a appris à canaliser mon énergie pour soigner les plantes. C'est un échange, expliquait-il tandis que nous redonnions vie à un rosier fané dans son restaurant. Tu donnes un peu de ton énergie vitale et la plante te rend son essence. Rien ne se perd, tout se transforme. Avec le temps, mes capacités se sont renforcées. Elles ne me faisaient plus peur. Elles étaient devenues une partie intégrante de qui j'étais. Ma malédiction était en réalité un don. Et plus je l'embrassais, plus je me sentais centrée et puissante. Une nuit, en dînant seule dans ma mansarde, j'ai senti une présence familière. Ce n'était pas physique, mais une empreinte émotionnelle indubitable. Ma sœur Lucie. Je pouvais sentir sa confusion, sa peur, comme si elle pensait intensément à moi depuis un endroit de la ville. J'ai fermé les yeux, et je me suis concentrée sur cette connexion, essayant de lui envoyer du calme, de lui faire savoir que j'allais bien, que j'avais trouvé mon chemin. Je ne savais pas si elle pourrait percevoir mon message, mais cela valait la peine d'essayer. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'avec cette paix nouvellement découverte, arriverait aussi quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Les appels commenceraient bientôt. Presque exactement 1 an après mon exil, mon téléphone a sonné. C'était un samedi matin, et j'aidais Claudine à organiser un événement de lecture de poésie pour l'après-midi. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose, cette intuition que j'avais appris à ne pas ignorer, m'a dit de répondre. « Allô ?» ai-je répondu, en m'appuyant sur une étagère. Un silence de l'autre côté, et puis une voix que je ne m'attendais pas à entendre à nouveau. Mon père. Son ton, normalement sûr et autoritaire, tremblait maintenant. « Hélène » a-t-il dit comme si mon nom était difficile à prononcer. « Nous devons parler. Ta sœur, Lucie, ne va pas bien. Il se passe des choses étranges. Nous pensons que c'est à cause de toi. » Je suis restée silencieuse, n'écoutant que le son de sa respiration nerveuse. Une partie de moi voulait raccrocher, lui dire que ce n'était plus son problème, qu'ils avaient renoncé à tout droit sur ma vie. Mais une autre partie, celle qui avait développé cette sensibilité aux émotions des autres, pouvait percevoir sa peur sincère, même à travers le téléphone.
Quel genre de choses étranges? Ai-je demandé finalement, en gardant ma voix neutre. Des objets qui bougent tout seuls, des lumières qui s'allument et s'éteignent. Et Lucie, elle fait des cauchemars où tu apparais. Elle se réveille en hurlant ton nom. J'ai ressenti un frisson. Cela faisait des semaines que je rêvais de mon ancienne chambre, d'espace vide où se trouvaient mes affaires. Était-il possible que j'aie établi une sorte de connexion avec cet endroit, ou avec Lucie? Pourquoi m'appelez-vous maintenant, après 1 an? Ai-je demandé, bien que je devinais déjà la réponse. Parce que la situation empire, a-t-il reconnu. Et parce que nous avons besoin de ton aide. J'ai terminé l'appel en promettant d'y réfléchir, sans m'engager à quoi que ce soit. Claudine m'observait avec ce regard qui semblait me lire l'âme. La famille, a-t-elle dit simplement. Ils reviennent toujours quand ils ont besoin de toi. Dans les semaines suivantes, les appels se sont multipliés. Ma mère, normalement si fière, me laissait des messages suppliants. Sa voix, qui ne connaissait auparavant que des tons d'ordre ou de reproche, se brisait maintenant en parlant d'ombre dans la maison, de miroirs qui se fissuraient seuls, de zones froides qui apparaissaient soudainement dans des pièces ensoleillées, d'objets qui disparaissaient, pour réapparaître dans des endroits impossibles. « S'il te plaît, a-t-elle dit dans son dernier message, nous sommes désolés. Nous ne le pensions pas. Nous avions peur. » Lucie a aussi appelé, quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Ma sœur cadette, toujours si parfaite aux yeux de mes parents, toujours si condescendante avec moi, sonnait maintenant petite et vulnérable. « Quelque chose te cherche, Hélène, » a-t-elle murmuré, comme si elle craignait d'être entendue. « Je peux le sentir rôder dans la maison. Il me demande après toi dans mes rêves. » Le plus surprenant furent les appels d'anciens voisins, de Madame Bernard du 2e étage, de Monsieur Leroux, le concierge à la retraite qui vivait maintenant au rez-de-chaussée. Tous racontaient des histoires similaires, des lumières étranges aux fenêtres des Dubois-Martin, des sons inexplicables, la sensation que quelque chose avait changé dans l'immeuble depuis mon départ. Madame Bernard, qui avait toujours été gentille avec moi quand je la croisais dans les escaliers, fut particulièrement insistante. « Ta mère est désespérée, ma petite. Je ne l'ai jamais vue ainsi. L'autre jour, je l'ai trouvée en pleurs sur le palier, disant qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie. Je ne savais pas quoi penser de tout cela. Étais-je, inconsciemment, à l'origine de ces phénomènes? Ou était-ce autre chose, quelque chose qui avait toujours été là et qui ne se manifestait que maintenant? J'ai partagé mes doutes avec le groupe de sensitifs lors de notre réunion mensuelle. Ils ont écouté en silence, acquiesçant occasionnellement. Le traumatisme familial peut réveiller des énergies endormies, a expliqué Antoine, ajustant ses lunettes. Pas nécessairement toi, mais la situation. Une rupture aussi violente que celle que tu as subie peut déchirer le voile entre les mondes. Ou cela pourrait être ta propre énergie qui cherche justice, a suggéré Léa. Une partie de toi est toujours là, réclamant ce qui t'appartient. Cela pourrait aussi être ta sœur, a ajouté Sophie. D'après ce que tu racontes, elle pourrait avoir des capacités latentes comme les tiennes. Le stress de ton départ aurait pu les activer. Quoi qu'il en soit, les appels ne cessèrent pas. Mon téléphone est devenu un rappel constant du passé que j'avais tenté de laisser derrière moi. Chaque fois qu'il sonnait, mon estomac se serrait. Une nuit, épuisé après une journée particulièrement chargée à la librairie, Christophe m'a invité à dîner dans son restaurant. L'Essence, un petit établissement du Marais qui commençait à se faire un nom pour ses plats innovants. Il a fermé tôt pour moi, et nous nous sommes assis sur la terrasse intérieure, entourés de ces plantes aromatiques et sous un ciel étoilé visible à travers le toit vitré. « Tu es bloqué », a-t-il dit en servant un vin rouge de Bourgogne. « Ton énergie est stagnante entre le passé et le présent. Tu ne peux pas avancer ainsi. Que suggères-tu » ai-je demandé, sachant que Christophe, avec son mélange particulier d'intuition gastronomique et de perception émotionnelle, se trompait rarement dans ces choses. « Que tu y ailles, que tu affrontes ce qu'il y a là-bas. Pas pour eux, mais pour toi. » Cette nuit-là, en rentrant à ma mansarde, mon téléphone a sonné une fois de plus. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu automatiquement. « Hélène ?» a dit une voix que j'ai eu du mal à reconnaître. C'était Monsieur Dubois, le concierge de mon ancien immeuble. Je ne vous ai jamais appelé pour quoi que ce soit, et je ne le ferai pas si ce n'était pas important. Il y a quelque chose dans cet immeuble depuis que vous êtes parti, quelque chose qui ne va pas, et je crois que seul vous pouvez arranger ça. Quelque chose dans sa sincérité, dans son absence de dramatisation, m'a ému plus que toutes les supplications précédentes.
Monsieur Dubois avait toujours été un homme pratique, peu enclin aux superstitions. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve différent. Ce n'était pas une prémonition, ni un message symbolique. C'était un souvenir, net comme si cela venait de se produire. Ma grand-mère Colette, assise sur le balcon de sa maison en Bretagne, tricotant en me racontant des histoires. « Les femmes de notre famille ont un don et une responsabilité », disait-elle. « Nous voyons ce que les autres ne peuvent pas voir. Nous ressentons ce que les autres ne peuvent pas ressentir. C'est un pouvoir, mais aussi un fardeau. » Dans le rêve, mon moi enfantin demandait « Et que faire si ça fait peur ?» Ma grand-mère souriait, ses mains ne cessant jamais de tricoter. « Tu l'affrontes, ma petite. Il n'y a pas d'autre moyen de le maîtriser. Si tu fuis, ça te poursuivra toute ta vie. » Je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Peut-être était-il temps d'arrêter de fuir, d'affronter ce que j'avais laissé derrière moi. Pas pour eux, comme l'avait dit Christophe, mais pour moi, pour ma paix. J'ai appelé mon père ce même matin. « J'irai », ai-je dit simplement quand il a répondu. Pas pour vous, pas par regret, mais pour clore un chapitre. Son soupir de soulagement fut si profond que j'ai presque pu sentir son poids à travers le téléphone. « Merci », a-t-il répondu, un mot que je ne me souvenais pas l'avoir jamais entendu prononcer. « Quand ?»« Ce dimanche, ai-je décidé. À midi. J'y resterai 1 heure, pas 1 minute de plus. » Après avoir raccroché, j'ai eu l'impression qu'un poids m'était tombé des épaules. Quoi que ce fût qui m'attendait dans mon ancienne maison, j'étais prête à l'affronter. Je n'étais plus la fille effrayée qui était sortie par cette porte 1 an auparavant. J'avais trouvé mon pouvoir, ma communauté, ma voix. S'ils vivaient des phénomènes étranges, il était peut-être temps de leur montrer exactement ce qu'était devenue cette sorcière paresseuse qu'ils avaient bannie de leur vie. Après des semaines de silence, je suis enfin revenue. Non par pitié, non par vengeance, mais pour clore un cycle. Le dimanche s'est levé clair, un de ces jours printaniers parisiens qui ressemblent à des cartes postales, avec un ciel d'un bleu impossible et une douce brise qui agitait la cime des arbres. Je me suis habillée simplement mais avec soin. Jean foncé, un chemisier bleu et le bracelet en argent que Sophie m'avait offert, avec de petites pierres de protection. Rien d'ostentatoire, rien qui criait le changement ou le succès. Je ne voulais pas les impressionner, juste être à l'aise avec moi-même. Le trajet jusqu'à mon ancien quartier m'a semblé étrangement étranger. Les mêmes rues, les mêmes places, mais perçues maintenant avec d'autres yeux. Paris était la même ville, mais je n'étais plus la même personne. Quand le bus s'est arrêté à l'arrêt près de mon ancienne maison, j'ai senti un nœud dans l'estomac. Étais-je vraiment prête ? J'ai respiré profondément, me souvenant des techniques de centrage que j'avais apprises. Le passé n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes, m'avait dit Antoine. L'immeuble semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le jardin de l'entrée était négligé, avec des herbes poussant entre les dalles et les plantes ornementales fanées. L'éclat qu'il avait dans ma mémoire s'était estompé, comme si l'endroit avait vieilli de plusieurs années en seulement 12 mois. Monsieur Dubois était à la porte, comme s'il m'attendait. En me voyant, ses yeux se sont illuminés d'un soulagement. « Hélène, vous êtes venue », a-t-il dit, me serrant la main avec plus de force que nécessaire. « Les choses ne vont pas bien depuis votre départ. Votre famille ? Eh bien, mieux vaut que vous le voyiez vous-même. Nous sommes montés en silence par l'ascenseur. Chaque étage un pas de plus vers le passé que j'avais tenté de laisser derrière moi. Sur le palier de mon ancienne maison, je me suis arrêtée un instant pour me préparer. Je pouvais déjà le sentir. Une densité dans l'air, comme si l'atmosphère était plus lourde, plus chargée, et quelque chose d'autre, un écho émotionnel, des résidus de peur, de confusion et de culpabilité qui filtraient à travers la porte fermée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Ma sœur Lucie était là, avec des yeux cernés qui trahissaient des nuits sans sommeil. Elle ne ressemblait en rien à l'adolescente sûre d'elle que je me souvenais. Cette Lucie semblait plus âgée, usée par quelque chose qui la consumait de l'intérieur. « Tu es venue » a-t-elle murmuré, avec la même phrase que Monsieur Dubois, comme si mon arrivée était un miracle inattendu. « Ça a commencé après ton départ. Ça n'a pas arrêté. » Elle a fait un pas en arrière pour me laisser entrer, et j'ai senti le changement immédiatement. L'appartement vibrait d'une énergie inquiète, comme si les murs eux-mêmes étaient vivants et observaient. L'air était froid, malgré la journée ensoleillée,
et j'ai remarqué une légère odeur de métal et de terre humide qui ne correspondait pas à l'intérieur impeccable. Tout était tendu. Les miroirs étaient recouverts de draps, les lumières clignotaient doucement bien qu'il fasse grand jour. L'air semblait dense. Mes parents m'attendaient dans le salon, assis ensemble sur le canapé, comme s'ils cherchaient protection l'un de l'autre. Ma mère, toujours si élégante et composée, avait maintenant les cheveux en désordre et un aspect fragile que je n'avais jamais associé à elle. Mon père semblait avoir vieilli d'une décennie, avec de nouvelles mèches grises et des rides profondes autour de sa bouche. En me voyant, ils se sont levés maladroitement, comme s'ils ne savaient pas quel protocole suivre. Devaient-ils m'embrasser, me serrer la main, s'excuser immédiatement? Hélène, a commencé ma mère, sa voix presque méconnaissable sans son ton autoritaire habituel. Merci d'être venue. Nous ne savions plus à qui d'autre nous adresser. J'ai regardé autour de moi, absorbant l'énergie du lieu, sentant les couches de peur accumulées. J'ai marché lentement dans le salon, passant ma main près des murs sans les toucher, percevant les variations de température et de densité de l'air. Quand est-ce que ça a commencé exactement? Ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. 3 jours après ton départ, a répondu Lucie, qui me suivait comme une ombre. D'abord, ce furent de petites choses, des objets qui n'étaient pas là où nous les laissions, puis des bruits la nuit, comme des chuchotements. Ensuite les lumières, les températures. La semaine dernière, les miroirs ont commencé à se fissurer, a ajouté mon père, désignant un miroir partiellement découvert où l'on voyait une fine ligne diagonale traversant toute la surface. Et ta sœur a commencé à faire ses rêves. Lucie a hoché la tête, se serrant dans ses bras. Je rêve de toi, mais ce n'est pas exactement toi. Tu es ici, dans cette maison, mais dans des endroits impossibles, à l'intérieur des murs, sous le sol, parfois comme si tu faisais partie des meubles. Et tu dis toujours la même chose. Reconnais-moi. Un frisson m'a parcouru. Je n'avais pas été consciente d'envoyer un tel message. Était-il possible qu'une partie de mon subconscient soit restée piégée ici, exigeant justice ou reconnaissance? Puis-je voir mon ancienne chambre? Ai-je demandé. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas su interpréter. Nous n'avons rien touché, a dit ma mère en me guidant dans le couloir. Après ton départ, nous avons essayé de la transformer en bureau, mais c'était impossible. Personne ne pouvait y rester plus de quelques minutes sans se sentir mal. Elle a ouvert la porte, et je suis restée sans voix. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée, mais quelque chose avait radicalement changé. Les murs, auparavant d'un bleu clair, semblaient être maintenant plus profonds, comme si la couleur avait absorbé toute la douleur et la rage que j'avais ressentie dans cet endroit. Les plantes que j'avais laissées derrière moi, qui auraient dû mourir il y a des mois, n'étaient pas seulement vivantes, mais elles avaient poussé de façon luxuriante, grimpant le long des murs et enveloppant les meubles dans une danse sauvage de verre et de vie. Et le plus étrange, de petits objets flottaient légèrement, à quelques centimètres des surfaces, comme si la gravité s'était altérée uniquement dans cet espace. « Tu vois pourquoi nous pensions que c'était toi ?» a murmuré Lucie derrière moi. « Ce n'est pas normal, Hélène. C'est quelque chose de plus. » Je suis entrée dans le centre de la pièce et j'ai fermé les yeux. Maintenant, je pouvais le sentir clairement. Ce n'était pas moi, du moins pas consciemment. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui s'était réveillé avec mon départ. La douleur, la colère, le rejet, tout cela avait activé quelque chose qui dormait dans cette maison. Peut-être dans la famille elle-même. Ce n'est pas moi, ai-je dit finalement, ouvrant les yeux. Du moins, pas directement. C'est autre chose. Quelque chose qui dormait et qui s'est réveillé quand vous m'avez expulsée. J'ai marché dans la maison, absorbant tout, me souvenant de chaque insulte, de chaque regard de mépris, de chaque moment de rejet que j'avais vécu entre ces murs. La douleur, la rage, la tristesse. Tout cela avait imprégné cet espace. Mais je sentais aussi quelque chose de plus ancien, quelque chose qui précédait même ma naissance. Je me suis arrêtée dans le salon et je me suis assise au centre. Je n'ai pas récité d'incantation ni bougé les mains. J'ai simplement respiré profondément et j'ai libéré tout ce qu'il m'avait donné. La honte, la haine, le rejet. Et avec cela, l'air a changé. Plus léger, plus calme. Je me suis tournée vers eux et j'ai dit « Vous ne m'avez pas brisé, vous m'avez libéré. » Ma mère a sangloté doucement, une larme glissant sur sa joue parfaitement maquillée.
Mon père regardait le sol, incapable de soutenir mon regard. Lucie, cependant, m'observait avec un mélange de peur et d'admiration. « Qu'es-tu » a-t-elle demandé dans un murmure. « Je suis ce que j'ai toujours été », ai-je répondu. « Ce que vous avez essayé de nier, ce que vous craigniez. Une femme de la famille Martin avec les dons que notre grand-mère Colette connaissait bien. » Ma mère a levé brusquement la tête. « Comment sais-tu ça ? Nous ne t'avons jamais parlé des particularités de ta grand-mère. Elle m'a trouvée, ai-je dit simplement. Même après sa mort, elle a trouvé le moyen de me guider. » Je leur ai expliqué brièvement la photographie, ce que j'avais appris cette année. Je leur ai parlé de mes capacités, non pas pour les impressionner, mais pour qu'ils comprennent que ce n'était pas quelque chose de maléfique, pas quelque chose qu'ils devaient craindre. Ce que vous avez vécu est un écho, ai-je conclu. Un réveil d'énergies anciennes provoqué par la rupture brutale des liens familiaux. Je ne suis pas venue pour me venger, ni pour arranger les choses. Je suis venue pour libérer ce qui est resté piégé ici. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, vivante et vibrante sous le soleil printanier. « Je ne reviendrai pas », ai-je dit calmement. « J'ai ma propre vie maintenant, mon propre chemin. Mais je peux vous aider à comprendre cela, si vous voulez vraiment apprendre. » Lucie a fait un pas en avant, se séparant pour la première fois de nos parents. « Je veux apprendre », a-t-elle dit d'une voix plus ferme que celle qu'elle avait utilisée jusqu'à présent. « Ces rêves, ces sensations, je crois que je peux les sentir aussi, Hélène. Je crois que je les ai aussi. Je les regardais vraiment pour la première fois, non pas comme la sœur parfaite qu'on m'avait toujours fait croire qu'elle était, mais comme une jeune femme effrayée, découvrant quelque chose de nouveau en elle-même. Et j'ai pu le voir, un éclat similaire à celui que j'avais développé, une étincelle de quelque chose qui se réveillait. « C'est possible », ai-je acquiescé. Les dons se manifestent souvent à l'adolescence ou après des expériences intenses. Mon départ a pu être le catalyseur pour toi. J'ai regardé l'horloge. J'avais promis de ne rester qu'1 heure, et le temps était presque écoulé. Je reviendrai dimanche prochain, ai-je décidé. J'apporterai quelques livres, quelques herbes. Nous pourrons commencer par là. Tandis que je me dirigeais vers la porte, j'ai senti l'appartement plus léger, comme si une pression accumulée depuis trop longtemps avait été libérée. Je n'avais pas complètement pardonné, pas encore. Mais j'avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était ni oubli ni rancune, mais un chemin intermédiaire. Je n'ai jamais réemménagé chez mes parents. Je suis retournée à ma vie, à ma mansarde avec vue sur les toits de Paris, à la librairie de Claudine, à mes amis, à ma nouvelle famille, ceux qui m'avaient choisi et m'aimaient, non pas malgré ce que j'étais, mais précisément pour cela. J'ai continué à grandir, à apprendre, à guérir. Mon pouvoir est devenu quelque chose que je partageais, quelque chose qui apportait de la lumière aux autres. Comme promis, je suis retournée voir ma famille le dimanche suivant, et celui d'après. Nos rencontres étaient prudentes au début, chargées de silences gênants et d'excuses à moitié faites. Mon père tentait de compenser sa froideur passée par un intérêt presque scientifique pour mes capacités, posant des questions détaillées sur les perceptions extrasensorielles et les rêves prémonitoires. Ma mère oscillait entre fascination et peur, m'observant comme si j'étais une étrangère qui avait pris la place de sa fille. Mais avec Lucie, ce fut différent. Ma sœur cadette absorbait chaque livre, chaque enseignement, chaque technique de méditation que je lui offrais, avec une dévotion qui me surprit. Nous avons découvert que ses dons étaient différents des miens. Tandis que je rêvais de l'avenir, elle pouvait voir des fragments du passé en touchant des objets anciens. Là où je ressentais les émotions comme des couleurs, elle les percevait comme des mélodies, de petites chansons uniques pour chaque état d'âme. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ?» m'a-t-elle demandé un après-midi, alors que nous pratiquions des exercices de visualisation au jardin du Luxembourg, loin de l'énergie chargée de notre maison familiale. « Parce que je ne le comprenais pas moi-même, » ai-je répondu honnêtement. « Et parce que tu as toujours été la parfaite, la normale, celle qu'il préférait. » Lucie a arraché un brin d'herbe, le faisant tourner entre ses doigts. Moi aussi j'avais peur, tu sais. Quand j'étais petite, je voyais des choses en rêve, j'entendais des mélodies que personne d'autre n'entendait. Mais j'ai appris à le cacher, parce que je voyais comment il te traitait. Cette confession a ouvert une porte entre nous. Pour la première fois, j'ai vu en Lucie non pas la rivale que j'avais toujours imaginée, mais une alliée qui avait été aussi effrayée que moi. Il nous avait opposés, nous faisant nous battre pour une affection qui aurait dû être inconditionnelle pour les deux.
Avec le temps, nous avons commencé à nous entraîner ensemble. Je l'ai présenté à Claudine, à Sophie, à Christophe, à tout le cercle qui m'avait accueilli. À ma surprise, ils l'ont accepté sans réserve, reconnaissant en elle la même étincelle qu'ils avaient vue en moi. Ma relation avec mes parents a évolué plus lentement. Je ne cherchais plus leur approbation. Je n'en avais plus besoin. Mais j'ai trouvé de la valeur dans le processus de guérison des vieilles blessures, non pas pour eux, mais pour moi. Certains après-midi, ma mère s'aventurait à la librairie, feuilletant nerveusement des volumes d'histoire locale ou des romans romantiques, ne s'approchant jamais de la section ésotérique où je travaillais habituellement. C'étaient des visites brèves, presque furtives, comme si elle craignait que je la rejette comme elle m'avait rejetée. Mais chaque fois, elle restait un peu plus longtemps, posait un peu plus de questions. Un jour, presque 6 mois après mon premier retour, elle m'a remis une petite boîte. « C'était à ta grand-mère Colette », a-t-elle dit, évitant mon regard. « Ça a toujours dû être à toi. » À l'intérieur, j'ai trouvé une bague en argent avec une pierre de lune, de petits carnets remplis de recettes à base de plantes et de notes sur les rêves, et une lettre scellée qui m'était adressée. L'écriture de ma grand-mère, tremblante mais déterminée, me saluait depuis l'enveloppe. Pour Hélène, quand elle trouvera son chemin. La lettre confirmait ce que j'avais déjà pressenti. Les dons avaient été présents chez les femmes de la famille Martin depuis des générations. Ma grand-mère écrivait sur sa mère, et la mère de sa mère, toutes avec différentes manifestations du même pouvoir. La capacité de voir au-delà, de ressentir plus profondément, de se connecter avec des forces que d'autres ne faisaient qu'entrapercevoir. Ta mère a choisi de ne pas éveiller ses dons, expliquait ma grand-mère dans la lettre. La peur peut être plus forte que la curiosité, ma petite. Ne la juge pas pour cela. Chacune trouve son propre chemin. J'ai partagé la lettre avec ma mère. Elle l'a lue en silence, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. J'avais tellement peur d'être comme elle, a-t-elle avoué ensuite. D'être différente, qu'on me montre du doigt. Quand tu as commencé à montrer les mêmes signes, toute cette peur est revenue. Ce ne fut pas des excuses complètes, mais ce fut un début. Une reconnaissance que son rejet était né de la peur et non de la haine. Mon père a mis plus de temps à s'ouvrir, enveloppé dans sa fierté et sa rationalité. Mais finalement, lui aussi a fait de petits pas vers la réconciliation, surtout en voyant comment Lucie s'épanouissait sous ma direction. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de s'étendre. Claudine m'a offert une association dans la librairie, transformant une section en un espace dédié aux thérapies naturelles et au développement intuitif. Le coin des rêves est devenu un point de rencontre pour des personnes qui, comme moi, cherchaient à comprendre leur propre sensibilité. Christophe et moi avons commencé une relation qui m'a surprise par sa naturalité. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, ni de moments dramatiques, simplement la constatation mutuelle que nous fonctionnions mieux ensemble que séparés. Sa capacité à créer des saveurs qui évoquaient des souvenirs spécifiques complétait ma capacité à ressentir les émotions et à prévoir les événements. Ensemble, nous avons organisé des dîners thérapeutiques où chaque plat était conçu pour éveiller certains états émotionnels ou faciliter la libération de blocages. Mon cercle a continué de s'agrandir. J'ai rencontré Marie, une jeune violoniste dont la musique pouvait guérir les douleurs physiques. Georges, un architecte qui concevait des espaces influençant subtilement les états d'âme de ceux qui les habitaient. Et Thérèse, une pédiatre qui pouvait diagnostiquer des maladies en regardant simplement l'énergie des enfants. Chacun avec ses dons uniques, chacun trouvant son chemin pour les utiliser au bénéfice des autres. Dans ma mansarde, les plantes prospéraient, répondant à mon énergie, poussant selon des motifs qui reflétaient mon état émotionnel. J'ai installé des étagères pour mes livres, accroché des cristaux aux fenêtres qui dansaient avec la lumière du lever du soleil, créé un petit autel avec des souvenirs de ma grand-mère et des symboles qui me connectaient à mes racines. Mon journal de rêve est devenu un outil crucial, non seulement pour moi, mais pour d'autres qui cherchaient à comprendre leur propre vision. J'ai appris à différencier les rêves prémonitoires des rêves symboliques, à interpréter les images que mon subconscient m'envoyait, à reconnaître quand je devais agir en fonction d'eux et quand simplement observer. Un jour, presque 2 ans après mon expulsion familiale, j'ai reçu un appel inattendu. C'était le directeur d'un centre culturel à Saint-Germain-des-Prés, intéressé par la possibilité que j'anime un atelier sur intuition et créativité. Quelqu'un lui avait recommandé mes séances informelles à la librairie. « Je ne suis pas professeur », l'ai-je averti.
Je ne cherche pas un professeur, a-t-il répondu. Je cherche quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne. J'ai accepté, plus par curiosité que par conviction. À ma grande surprise, l'atelier s'est rempli. Des personnes de tous âges et de tous horizons, attirées par la possibilité d'éveiller des capacités qu'elles sentaient endormies en elles. Je n'ai pas parlé de magie ni de pouvoir surnaturel. J'ai parlé d'être attentif, d'écouter les signaux subtils, de faire confiance à cette voix intérieure que nous avons tous, mais que nous écoutons rarement. Lucie est venue à mon deuxième atelier, s'asseyant discrètement au dernier rang. Quand j'ai eu terminé, elle s'est approchée avec un sourire timide. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit, et je crois que grand-mère le serait aussi. Pour mon anniversaire suivant, mon 24e, j'ai célébré entourée de bougies, de musique, d'amis et de rires. La librairie a fermé tôt et s'est transformée en un espace de fête, les étagères étant écartées pour créer une piste de danse improvisée. Christophe l'a préparé des tapas inspirés de mes saveurs préférées, Claudine a sorti des bouteilles de vin qu'elle gardait pour des occasions spéciales, et chaque invité a apporté quelque chose qui symbolisait ce que je représentais pour eux. Ma famille biologique était également présente, encore prudente, mais sincèrement intéressée par ce monde que j'avais construit sans eux. Ma mère a apporté un gâteau fait maison, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait pour mes anniversaires précédents. Mon père, un vieux livre sur les femmes guérisseuses dans l'histoire de France qu'il avait trouvé dans une librairie d'occasion. Lucie, un dessin qu'elle avait fait de nous deux, entouré de symboles représentant nos différents dons. Entre rires et conversations, quelqu'un m'a tendu une enveloppe faite à la main. Je l'ai ouverte lentement, me souvenant inévitablement de cette autre enveloppe qui avait changé ma vie 2 ans auparavant. À l'intérieur, j'ai trouvé une seule ligne. « Tu es la magie. Tu es aimé. Tu appartiens ici. » Ce n'était pas signé, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai reconnu les différentes calligraphies entrelacées. Claudine, Christophe, Sophie, Antoine, Léa. Chaque membre de ma nouvelle famille avait contribué par un mot. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Non pas de douleur, mais de joie. Non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais trouvé. Non pas pour le rejet qui m'avait défini autrefois, mais pour l'acceptation qui m'entourait maintenant. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, j'ai finalement compris que parfois, l'univers nous brise pour que nous puissions découvrir comment rassembler les morceaux en quelque chose de nouveau et de beau. Que parfois il nous sépare de ce que nous connaissons pour nous guider vers ce dont nous avons réellement besoin, et que toujours, il y a de la magie à recommencer.